Avez-vous déjà eu cette sensation? Une heure. La même heure qui semble être incroyablement rapide lorsque vous vous occupez et êtes intéressé, mais désespérément lente lorsque vous faites une tâche répétitive ou juste que vous attendez votre bus. Ou alors, l'impression que le temps semble s'accélérer, une année toujours plus rapide lorsque vous grandissez. On va voir aujourd'hui que tout ça est très réel, et bien plus que vous le pensez. Bienvenue, et aujourd'hui pour votre point d'XP, on va parler de la relativité du temps. Souffre donc Contre-nous Mais je pardonne De ces galanteries ingénieuses, à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Ok, alors on va commencer par le plus basique. Déjà, une chose à comprendre, c'est que la division du temps en secondes est une construction scientifique basée aujourd'hui sur la physique et à l'époque sur l'astronomie, mais pas une construction biologique. Même si on peut compter et avoir une idée du temps, cette représentation du temps est faussée par la façon dont notre cerveau comprend et surtout stocke ses propres unités de temps. En plus de ne pas pouvoir le définir sans faire appel à lui, on ne le perçoit pas de la bonne façon, ni de la façon dont on l'utilise. Rien ne va avec cette notion très compliquée de physique. Ah bon? On peut pas le définir sans faire appel à lui? Et non mon petit, tu essaieras, tu verras. On peut pas définir le temps sans faire appel à la notion même de temps. Ok, mais alors pourquoi tout est plus long grâce à mon nuit et chaque année semble passer plus vite? On va commencer par le plus simple. Pourquoi chaque année semble passer plus vite? Eh bien, une loi, la loi de Weber-Fechner, nous l'explique très bien. Pour voir une différence entre deux choses, il faut un écart toujours plus grand. Voilà un exemple. Si je te mets une boîte avec plein d'empreintes de pas, on va dire 5 empreintes de pas et une autre avec 10 empreintes de pas. C'est moi qui fais. Tu pourras facilement voir laquelle est la plus grande, mais si maintenant je te montre les mêmes boîtes, mais cette fois-ci avec 50 et 55 empreintes de pas, l'écart est toujours de 5, mais tu es incapable de dire quelle boîte contient le plus d'empreintes de pas. En termes savants, notre perception du monde n'est pas proportionnelle, mais logarithmique. Il nous faut toujours plus d'écart pour voir une différence. Et ça s'applique au temps. Moi, qui ai une vingtaine d'années environ, si j'attends un an, ça ne représentera que 1/20 de ma vie. Mais notre petit Albion, qui est tout jeune, une année peut représenter un tiers de sa vie. Pour avoir la même sensation de longueur que lui, je devrais attendre plus de 6 ans. Et c'est pour ça que le temps semble passer plus lentement quand mon nuit sur ma rocher. Non, ça tient à autre chose. La façon dont ton cerveau stocke les données temporelles. Alors, on n'a pas de vraie explication. J'en ai pas trouvé en tout cas. Juste des pistes, vu que c'est beaucoup plus dur à étudier. On va rentrer dans un cerveau pour mieux voir. Le cerveau prend une action et la stocke avec une donnée temporelle, dans une partie du cerveau spécifique, avant de l'envoyer dans ta mémoire à long terme, pour que tu t'en souviennes quand tu as besoin, mais pas en permanence. Et tout dépend de la façon dont il le range. Si les actions sont intéressantes, comme quand tu réfléchis ou passes un bon moment, ce temps sera unique et donc bien rangé. A contrario, si l'action est répétitive ou juste ennuyante, votre cerveau va superposer les informations, car elles sont très identiques. Et même si vous aurez une bonne idée de chaque action, vous aurez une mauvaise représentation du temps global. Il vous paraîtra donc plus long, car il sera stocké de façon moins unique. D'accord. Et donc le temps est le même, mais mon cerveau s'arrange en fonction de la situation. Et ça change ma vision? Oui, c'est ça. Notre cerveau est un purée de MacGyver qui fait de son mieux. Et parfois, ça crée ce genre de petits pièges. Et même certains beaucoup plus graves. Mais par contre, le temps n'est pas relatif seulement en ressenti. Je comprends pas. C'est le même partout. C'est juste mon cerveau qui tord ma perception, non? Non, mon petit gecko. Bon, donc oui, le temps n'est pas un absolu fixe. Il peut se tendre et être différent en fonction des zones. Mais pour vous expliquer ça, on va devoir parler de la première théorie qu'il a énoncée. La relativité d'Albert Einstein. On va faire un peu résumé vu qu'on s'intéresse juste à la relativité du temps. Mais si vous voulez la version complète, voici une chaîne géniale.
Je vous ferai une vidéo dédiée si vous le demandez, mais déjà cette chaîne vous expliquera tout ce que je résume assez sauvagement pour me concentrer sur le temps. Bien, déjà on est obligé de parler de référentiel. Je suis ton père. Non, pas de référence, référentiel. En gros, c'est ce à quoi on se base pour regarder, calculer, analyser une chose. C'est une sorte de grille pour l'espace où l'on peut mesurer le temps. En gros, quand un train avance, il avance par rapport au sol. Le sol est notre grille, et l'horloge de la gare nous permet de calculer sa vitesse. Il avance si on se base au sol. Mais si on prend une moto qui irait à la même vitesse, les deux seraient immobiles entre eux. Le mec de la moto pourrait passer un objet à une personne du train sans problème. Comment ils peuvent être immobiles s'ils vont aussi vite? Ils vont vite pour toi, ou le sol qui ne bouge pas, qui est immobile. Pour eux, ils sont immobiles, car ils vont à la même vitesse. Ils pourraient parler, se passer des objets, comme ils sont immobiles, selon eux, mais pas par rapport à toi. Regarde-toi, par rapport au soleil. Dans son référentiel, tu tournes à 108 000 km/h. Waouh, c'est même pas le tournis. Mais tu sembles immobile. En fait, si tu es dans une pièce sans fenêtre, il n'y a pas de moyen pour toi, pas d'expérience pour savoir si tu es immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Un uniforme en forme de ligne? Pourquoi je devrais porter ça? Mais non, c'est le mouvement qui est rectiligne uniforme. C'est un mouvement stable, on pourrait dire sans variation de vitesse, et donc en ligne droite. Car c'est les accélérations et les décélérations que l'on ressent. Le mouvement en soi est comme rien. Si tu es à vitesse constante, tu ne sais pas que tu bouges. Tu es comme immobile. Sauf par rapport à quelque chose qui l'est réellement, comme le sol. Ok, mais c'est quoi le rapport avec le temps? Attends un peu. Pour comprendre le rapport avec le temps, tu as besoin de comprendre les référentiels. C'est comme un puzzle qui va s'assembler pour au final comprendre. On y arrive bientôt. Mais pour comprendre, il nous manque la deuxième pièce. La lumière. La lumière? Ça va vite et tout le monde l'a pas à tous les étages. Exactement. Pour les deux. La vitesse va à environ 299 7 992 458 mètres par seconde. Et oui, j'ai galéré à dire ce chiffre. Et c'est la vitesse maximale de l'univers classique. En réalité, non, mais ce serait trop compliqué. Rien ne peut la dépasser et elle est constante. Mais à l'époque, on ne le savait pas. En fait, deux modèles de l'univers s'opposaient à l'époque, environ en 1905. L'année où Albert Einstein a écrit son papier révolutionnaire. D'un côté, on avait Isaac Newton. La pomme, la caboche, tout ça. Et donc la mécanique, qui sert à étudier les forces, les trajectoires dans la matière, si on peut dire. Où va atterrir un ballon, faire voler une montgolfière, etc. Et ce modèle nous dit que tous les référentiels sont égaux. Il n'y en a pas d'absolu par rapport auquel on pourrait être immobile ou en mouvement de façon absolue. Comme je vous l'ai expliqué, tous les référentiels sont égaux. Il n'y en a pas d'absolu, par rapport auquel on serait absolument immobile ou absolument en mouvement. Mais, et le sol? Le sol n'est pas un référentiel absolu, car le sol, c'est la Terre, et la Terre bouge par rapport au Soleil. Ce n'est pas un référentiel absolu. Par contre, pour Isaac Newton, la vitesse de la lumière était infinie. De l'autre côté, on avait l'électromagnétisme de Maxwell, qui a réussi à relier les ondes et l'électricité. Et on se sert donc de ce modèle pour étudier les ondes, les forces, les champs électromagnétiques et le magnétisme. Et dans ce modèle, la lumière est une onde, et donc ne peut pas avoir une vitesse infinie, elle a donc une vitesse finie. Par contre, comme elle est traitée comme une onde, elle doit avoir un milieu. Toutes les ondes doivent avoir un milieu dans lequel se propager. Par exemple, ce serait la Terre, le sol pour une onde sismique, une foule pour une bousculade, une route pour un embouteillage, l'air ou l'eau pour le son, etc. Or, la lumière n'a pas vraiment de milieu puisqu'elle peut se propager dans l'espace. On a donc créé un milieu inconnu, non découvert, non étudiable, en tout cas non étudié, pour correspondre à la lumière. On l'a appelé l'éther luminifère, le milieu de la lumière, qui était uniquement théorique. Et en quoi c'est un problème ça? Si les deux trucs marchent très bien pour leur domaine, ça pouvait pas rester comme ça, non? Eh bien, le problème, c'est que ce milieu spécial, théorique et donc jamais observé, est totalement immobile et présent partout, dans tout l'univers. Et donc peut servir de référentiel absolu car on a quelque chose d'absolument immobile et de présent partout. Donc on pourrait dire si on se déplace ou si on est immobile par rapport à ce milieu qui lui est toujours immobile. Donc en plus d'être perché, car mathématiquement très compliqué, car on le tord pour faire correspondre à ce dont on a besoin, il pose plusieurs problèmes et ça contredit la mécanique.
Et oui, c'est mauvais d'avoir deux théories contradictoires qui marchent en même temps très bien. Et en quoi c'est grave? Ça peut donner une mauvaise compréhension de l'univers, en plus d'être moins précis dans certaines situations très précises. Sur des choses aussi importantes que la structure de l'univers, c'est mauvais d'avoir une vision pour l'une et une vision pour l'autre, en fonction des cas. C'est mieux d'avoir une vision globale. C'est comme pour cette forme. Si on regarde ce côté-là, vous voyez un carré, on peut étudier le carré d'une certaine façon. Et si vous vous retournez, vous voyez un cercle. Vous pouvez étudier ce cercle d'une certaine façon. Mais si vous prenez un autre angle pour étudier la structure, la forme dans sa globalité, alors, vous l'étudiez comme un carré ou comme un cercle? Vous ne pouvez pas. Vous avez besoin d'une théorie globale qui encadre le carré, le cercle et la fusion des deux. Et alors, le rapport avec le temps? Maintenant, on a les deux pièces. Eh bien, si on prend un corps, on va reprendre les motos, immobiles, et un qui va presque à la vitesse de la lumière. Si les deux allument leur phare et donc diffusent la lumière, déjà, les deux lumières ne vont pas à la même vitesse, dans le même milieu, là, dans l'air classique. Ce qui est impossible et perturbant, c'est pas normal. Et en plus, la lumière de la moto bleue va plus vite que la vitesse de la lumière, plus vite que la limite. Donc, c'est impossible. Donc, comment cette situation pourrait être réglée? Comment avoir une vitesse constante dans tous les référentiels? Il faut tordre un truc. Exactement. Et cette chose, c'est le temps et l'univers en soi. Pour que tout marche, il faut tordre l'espace et le temps. Je vous laisse aller voir l'explication précise avec y penser, car je vais juste répéter en généralisant pour qu'on se concentre sur le temps. Concrètement, en fonction soit de la vitesse, soit de la gravité, plus ou moins forte, car oui, la Terre ne tourne pas autour du Soleil, elle va en ligne droite sur un espace courbé. Et si l'espace est courbé, le temps aussi, c'est ça? Exactement. En fonction de la force de gravité, ou en fonction de à quel point un corps appuie sur le tissu espace-temps, Le tissu espace-temps. et donc le déforme, ou de votre vitesse, le temps va fluctuer. Et comme on l'a vu, il n'y a pas de référentiel absolu, pas de référentiel parfait. Donc, il n'y a pas de vrai temps. Il n'y a pas un temps absolu. Si vous allez en vacances près d'un trou noir, très mauvaise idée, mais au moins vous êtes tranquille. À part que vous serez gentiment aspiré dedans, vous ne ressentirez pas de changement de temps. Vous êtes dans le bon temps pour vous. Le temps passe normalement par rapport à vous. Vous ne verrez une distorsion juste lors d'une mise en relation avec votre famille en vacances dans le vide intersidéral, car votre famille est vraiment spéciale. Car il y aurait bien un décalage par rapport à votre famille qui est dans un autre référentiel. Et donc oui, vous vieillirez moins vite que votre famille. Ça s'appelle le paradoxe des jumeaux si vous voulez aller chercher d'autres familles bizarres. Mais c'est pas abusé de casser le temps et l'espace juste pour valider une théorie? C'est sûr, c'est culotté. Mais déjà, les notions de distorsion de l'espace existaient sous d'autres formes. Et surtout, ça marche dans la vraie vie, les calculs le vérifient. Et on peut la mesurer, cette différence de temps, entre une ville proche de la mer ou une ville tout en haut d'une montagne, par exemple. La gravitation, et donc le temps, fluctuent déjà. Ou alors avec l'histoire des satellites. Allez les gars, on va balancer ce satellite dans l'espace de suite. Monsieur, les scientifiques disent qu'il faudrait faire attention au temps. C'est pas le même là-haut. Bah, je vais pas écouter des scientifiques. Allez-y, balancez-moi ce satellite. Monsieur, Allez. ok. 5 minutes later. Monsieur, on a quelques minutes de décalage. Faites ce que vous avez dit. Sérieusement? Et ça marche? Eh oui, même si je joue très mal, cette scène a vraiment existé. Les scientifiques ont vraiment envoyé les satellites sans correction. Les satellites ont aujourd'hui un programme spécial pour corriger cette différence de temps. En conclusion, le temps n'a rien d'absolu. Que ce soit dans votre tête ou dans votre cerveau, ou dans l'univers même, où l'espace et le temps passent leur temps à se déformer. Pourraient même ne pas exister, mais ça on le verra dans d'autres vidéos. J'espère que c'était pas trop compliqué. Un grand merci d'avoir regardé. Si vous voulez m'aider, vous pouvez faire toute la cérémonie habituelle, le like, l'abonnement, venir me dire bonjour sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée, car peu importe le temps qui vous reste, ça n'a rien de très réel.